Au sommaire de cette édition, grande croisade d'évangélisation, miracles et prophéties organisée par Chris Okafor Ministries. L'Organisation des Nations Unies dénonce l'irresponsabilité des dirigeants face à la crise de famine au Soudan du Sud. Rencontre entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou pour parler de la crise syrienne. Amnesty International a accusé la coalition militaire arabe opérant au Yémen pour avoir utilisé des armes non conventionnelles. Bienvenue dans cette édition du journal sur Béni TV. Le prophète Stéphane Okia, arrivé de la France pour un grand programme en Côte d'Ivoire, nous livre ses premières impressions à l'aéroport international d'Abidjan. Aujourd'hui, nous recevons dans le salon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny l'homme de Dieu qui vient pour le grand programme de l'évêque Mevico, Stéphane Okia, qui va se présenter à vous. Grande est ma joie de partager cette 11e année, l'anniversaire de ce ministère, et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde d'être présent et d'être là. Je sais que Dieu a une part et une touche spéciale pour la destinée de quelqu'un. Si tu traverses des moments difficiles, viens, parce que le thème de l'anniversaire de ce ministère, c'est la saison de ta moisson. Donc je pense qu'il ne peut pas avoir de moisson sans sémence. Je sais que vous avez sémé avec l'âme. La Bible déclare que ceux qui ont sémé avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Donc le temps est arrivé pour que tu puisses moissonner avec chant d'allégresse. Déplace-toi, viens assister à ces programmes. Dieu va bouleverser ta destinée et ta vie va prendre une autre tenue. Je crois en ce ministère de la servante de Dieu, la prophétesse Samian et son époux, monsieur Samian. Dieu nous fera du bien avec tous ces orateurs qui seront de la partie. Je suis là pour encore annoncer des oracles parce que Dieu a une parole pour tout un chacun et pour la ville d'Abidjan, pour notre nation. Et je bénis Dieu pour ce ministère, je bénis Dieu pour vos vies. Tous les hommes de Dieu de cette nation, déplacez-vous, venez assister à ce programme, apportez votre pierre à l'édifice et je sais que Dieu bénira cette rencontre et que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Je suis content, je suis là. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Et Dieu compte sur toi et sur ta participation. Shalom à vous, soyez bénis. On est ensemble. À tout à l'heure. Nous souhaiterons donc vous inviter à ce grand programme d'évangélisation, de restauration des âmes et de maturité spirituelle organisé par l'église Mevico, avec à sa tête la prophétesse Samian Céline. Nous vous invitons tous à venir partager ce moment de gloire et de grâce. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Okia Stéphane est bel et bien à Abidjan. Venez nombreux assister à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. La croisade d'évangélisation, miracles et prophéties organisée par Chris Okafor Ministries a démarré le mercredi 8 mars 2017. Plus de détails dans ce reportage. Avec ses prières agressives de repositionnement spirituel, la croisade d'évangélisation organisée par Chris Okafor Ministries s'est inscrite dans le thème général de la saison de l'établissement dès sa première journée. Venu massivement au complexe Jesse Jackson d'Abidjan-Yopougon à l'appel du prophète Dr Chris Okafor, le peuple de Dieu est entré en communion avec l'Éternel par des cantiques d'adoration et de louange conduits par des artistes chanteurs. Tout ce peuple venu rencontrer la main de Dieu a pu voir et expérimenter la puissance du Dieu vivant quand le docteur Chris Okafor monte à la chaire. Le prophète a d'abord enseigné sur le thème la saison de l'établissement. Exerçant le ministère par la suite, Dr Chris Okafor a alterné révélation pointilleuse et délivrance. Qu'est-ce qui a parti d'aujourd'hui? La vie va changer. Reçois. Au nom de Jésus. Je déclare le but de la prophète, prospérité is on you. Et sur toi.
Je commande l'alliance de ta maison paternelle qui te connecte. She's my servant. She's my servant. She's my servant. She's a woman of God. She's a woman of God. I break the connection. Je brise la connexion. Avec de tels oracles et prodiges, la croisade 2017 Miracles et Prophéties laissait déjà de belles promesses pour la suite. Toujours à propos de cette croisade d'évangélisation, miracles et prophéties, parlons de la deuxième journée qui s'est tenue le jeudi 9 mars 2017. La deuxième journée de la croisade d'évangélisation miracles et prophéties avec le docteur prophète Chris Okafor a enregistré un public plus grand au complexe Jesse Jackson d'Abidjan-Yopougon. Reconnaissant à Dieu pour ses actions déjà entamées, le peuple a longuement célébré l'Éternel dans l'adoration. Débutée le mercredi 8 mars 2017, la croisade Miracles et Prophéties est placée sous le thème « La saison de l'établissement ». Ce thème a longuement été développé par le docteur prophète Chris Okafor. Intervenant sur les autels de famille et les liens ancestraux, Dr Okafor a présenté au peuple de Dieu les clés, techniques et armes pour déclencher le rétablissement spirituel. Si vous lisez attentivement votre Bible, Samson n'a jamais délivré Israël. The altar has broken his focus. Et l'autel l'a détourné de son objectif. He was defocused. Il a été détourné de son objectif. The greatest attack that can happen to any man is a broken focus. Donc, la plus grande attaque qui puisse arriver à une femme ou un homme, c'est d'être détourné de sa cible, de son objectif. His major mandate and objective is to deliver the people. Son objectif majeur et son mandat suprême était de délivrer son peuple. La suite de ce deuxième jour de croisade a été marquée par des révélations et délivrances aussi prodigieuses les unes que les autres. C'est le cas de cette femme, rendue stérile à la suite d'une intervention médicale. Et je vois comme il y a eu un moment où on a fait une opération. Like something that involved the fallopian tube. Et qui a relation avec vos tubes, vos trompes. C'est tout. After the operation, there was a demonic report. Et après l'opération, il y a eu un rapport démoniaque. That this one cannot have children again. Et que cette personne n'aura plus d'enfants. This is what the doctor said. Et le Seigneur dit parce que l'ennemi a fait, ils ont lié vos enfants. But as I'm speaking now, et pendant que je parle maintenant, I see an angel of the Lord. Je vois un ange du Seigneur operating on her. Qui opère dans votre vie. From the day she was born. Depuis le jour où vous êtes né. From the day the husband was born. Et le jour où votre mari est né. With the altar. Ces délivrances ont parfois pris des allures de véritables empoignades entre l'homme de Dieu et les démons des hôtels de famille. 100% de Dieu. Manifeste-toi. Maintenant, toi, homme méchant, tu ne vas pas subir dans cette maladie. Je te donne la paralysie. Cancer des yeux. Cancer du cœur. Le docteur Chris Okafor a aussi intercédé pour les centaines d'âmes présentes au complexe Jesse Jackson, tout en promettant une pluie de délivrance pour le vendredi 10 mars 2017, dernier jour de cette croisade. Entamons à présent l'actualité africaine et nous débutons par l'Organisation des Nations Unies qui a dénoncé l'irresponsabilité des dirigeants face à la crise de famine qui sévit au Soudan du Sud. Plus de détails dans cet élément. Les dirigeants du Soudan du Sud ne sont pas aux côtés de leur peuple alors que le pays est confronté à la famine. Ce sont les propos du représentant de l'ONU au Soudan du Sud qui a ajouté que ces derniers n'assument pas leurs responsabilités. David Shirer a déclaré que les politiciens semblaient plus intéressés par leurs propres intérêts plutôt que d'assurer la nourriture et les soins médicaux à la population qui meurt de famine et de la guerre civile. Le mois dernier, les Nations Unies ont déclaré que certaines régions du pays connaissaient une famine sans précédent depuis 6 ans. Shirer a admis qu'il y avait des combats localisés entre groupes ethniques, mais pas encore de signes de génocide dans la plus jeune nation du monde. Un point de vue partagé par le chef de l'ONU, Antonio Guterres, lors de sa visite en Afrique de l'Est il y a 2 jours.
Dans un nouveau rapport publié lundi, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies au Soudan du Sud a exprimé sa préoccupation face à l'augmentation massive des violations des droits de l'homme ces derniers mois dans le pays. Les experts ont appelé à une enquête internationale sur les abus commis dans le pays. Dans le même rapport, qui sera soumis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève la semaine prochaine, l'équipe de l'ONU a de nouveau averti d'un risque de nettoyage ethnique au Soudan du Sud. En Afrique, nombreuses sont les femmes africaines friandes d'art qui ont embrassé un métier artistique. Elles restent cependant confrontées à d'énormes difficultés. Pour Francesca, c'est bientôt le grand jour. À l'occasion du mois de la femme, elle ainsi que d'autres peintres féminines vont exposer leurs tableaux dans cette galerie du centre-ville de Pointe-Noire au Congo. Un événement que la jeune femme attend avec impatience. Nous avons une exposition ici dont le thème est le zeste de beauté. Donc nous sommes toutes en train de se préparer pour exposer. Je dirais pour moi c'est ma première fois. Et une première fois, ça se prépare. Les derniers conseils lui sont donc prodigués par Lady, une autre femme peintre qui a plus d'expérience dans le domaine. Cette exposition va permettre non seulement de faire vivre les artistes plasticiennes, mais également de promouvoir le talent de ces artistes-là, tant sur le plan national qu'international. En temps normal, c'est ici, sur ce terrain, que Francesca et d'autres femmes peintres travaillent. C'est ici aussi qu'elles exposent leurs tableaux. Un métier passionnant, mais difficile. En tant que femme, on est beaucoup plus minimisé aussi. On est beaucoup plus minimisé. On se dit que c'est des femmes, il faut leur... on nous accorde pas beaucoup d'importance, quoi. On se dit qu'on ne peut pas faire plus que les hommes ou bien qu'on ne peut pas faire comme eux. Et pour cette mère célibataire, pas facile de s'organiser avec un enfant en bas âge. Je fais avec, parce qu'il n'y a que moi. À la maison, nous sommes qu'à deux. Mais Francesca n'est pas seule. Ici, elle peut partager son expérience avec les autres femmes peintres sous le regard bienveillant des artistes masculins. La main de tout un chacun peut faire quelque chose. Donc, si on veut aller, nous femmes, en avant avec de l'art, c'est surtout travailler en association. Il n'y a pas que seulement les hommes qui peuvent faire ce métier-là, mais même les femmes. Parce que quand on parle du développement d'une nation, ce n'est pas seulement les hommes, y compris les femmes. Donc nous, ce que nous faisons là, on fait pour vendre, pour qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Parce qu'on veut rapporter nous aussi quelque chose dans nos foyers. Comme Francesca, Lady ou Florence, elles sont des milliers de femmes artistes à travers l'Afrique. Des milliers à subir une double peine, celle d'être artiste dans un domaine dominé par les hommes et celle d'évoluer dans des sociétés où le métier d'artiste est dévalorisé. Mais qu'importe, chaque jour c'est ensemble qu'elles tentent de s'imposer et de faire évoluer les mentalités, et pas seulement le 8 mars. Au Zimbabwe, les agriculteurs sont confrontés à des chenilles rongeuses. Selon le ministère zimbabwéen de l'Agriculture, cette invasion de chenilles toucherait 8 des 10 provinces du pays. Au Zimbabwe, les champs de maïs sont attaqués par des chenilles légionnaires. Cette invasion est notée dans 8 provinces sur les 10 que compte le pays. Le ministère de l'Agriculture n'a pas encore évalué l'ampleur des dégâts. Les agriculteurs s'inquiètent et redoutent des conséquences sur leur production. Indeed, it is a challenge. Nous sommes en face d'un défi. Ce phénomène est nouveau et puis la propagation des chenilles est très rapide à travers nos champs. Cette espèce résiste aux produits chimiques normaux que nous utilisons. C'est quand même inquiétant car cela risque de se répercuter sur notre production mais aussi sur la sécurité alimentaire de notre pays. Certains experts estiment que la chenille pourrait développer une résistance aux produits chimiques si les agriculteurs ne font pas un usage correct des pesticides. En dehors du maïs, certaines espèces de chenilles s'attaquent à d'autres céréales telles que le riz, le sorgho ou encore le mil. La chenille de l'automne que nous voyons ici s'attaque à beaucoup d'autres cultures en plus des graminées. Elle attaque le sorgho, le mil, le riz, les arachides, le soja, le niébé. Ce qui veut dire qu'en essayant de réduire la pression des ravageurs d'une culture d'été à l'autre, nous savons qu'ils peuvent s'attaquer à d'autres cultures pendant l'hiver. Le gouvernement s'est fixé un objectif de production de 2 millions de tonnes de maïs pour l'année 2017. Cependant, l'invasion des chenilles légionnaires pourrait diminuer les récoltes prévues pour cette campagne agricole.
La Libye est secouée par des rivalités entre ses milices et le pétrole qui représente plus de 95% des revenus du pays demeure souvent au cœur de ces luttes. La Libye plongée au cœur de la guerre du pétrole. Les forces du maréchal Khalifa Haftar affrontent depuis le 3 mars les brigades de défense de Benghazi dans le croissant pétrolier. Des combats qui menacent la production dans cette zone où transite 70% du brut libyen. Les forces de Haftar sont supposées surveiller les lieux depuis déjà septembre 2016. Le risque est que le pétrole libyen va basculer dans une zone grise. Déjà une partie du pétrole libyen a été vendue au noir depuis ces dernières années, notamment depuis le renversement du régime de Kadhafi. Les brigades de défense de Benghazi contrôlent désormais plusieurs terminaux pétroliers, dont celui de Al-Sedra, l'un des plus importants du pays. Un revers pour les troupes du maréchal Khalifa Haftar, dont la dernière offensive aérienne a échoué. C'est également un camouflet pour Haftar qui se présente comme un rival du gouvernement de Fayez Sarraj, qui est à Tripoli, qui est un gouvernement qui émane donc des accords de Skhirat, les accords politiques de décembre 2015. C'est un camouflet puisque Haftar s'est toujours dit le représentant de l'armée, ce qu'il appelle l'armée nationale libyenne, et qu'il est là pour protéger le pétrole au service des Libyens. Le contrôle du croissant pétrolier est aujourd'hui un enjeu capital pour les différents clans, l'or noir qui représente 95% des revenus du pays. Un arrêt prolongé de production déboucherait sur une incapacité de paiement qui toucherait les fonctionnaires, soit 80% des emplois en Libye. À présent, l'actualité internationale dans cette édition et nous débutons par l'Allemagne où un homme armé d'une hache a attaqué des voyageurs à la gare centrale de Düsseldorf à l'ouest de l'Allemagne. Suivons ce reportage pour plus de détails. Panique à la gare centrale de Düsseldorf, à l'ouest de l'Allemagne. Il était 20h50 jeudi soir lorsqu'un homme armé d'une hache a soudainement attaqué des voyageurs dans le hall de la gare. Il s'agirait d'un acte de déséquilibré selon la police locale. Très rapidement, un important dispositif de sécurité a été déclenché et l'assaillant a été pris en chasse. Au moins 7 personnes ont été blessées durant cette attaque. 3 des victimes seraient dans un état grave. En prenant la fuite, l'agresseur a sauté d'un pont et s'est gravement blessé. Il a été hospitalisé et sera interrogé ultérieurement. L'homme âgé de 36 ans habite une localité voisine. On ne connaît pas encore ses motivations et les enquêteurs restent très prudents à ce stade. La gare centrale de Düsseldorf a été totalement bouclée et la circulation des trains a été interrompue. La police allemande est sur le qui-vive depuis l'attentat du marché de Noël à Berlin. La crise syrienne était au cœur d'un échange entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. L'État hébreu craint une éventuelle implantation militaire permanente de l'Iran dans la région à l'issue de ce conflit. La crise syrienne au cœur d'une rencontre ce jeudi au Kremlin entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est venu exprimer les inquiétudes de l'État hébreu quant à une éventuelle implantation militaire permanente de l'Iran dans la région à l'issue du conflit. Benjamin Netanyahou a tenu à rappeler au président russe la menace que représentait l'Iran pour la sécurité d'Israël. Israël n'est pas contre un accord en Syrie, dit-il, mais nous nous opposons fermement à la possibilité que l'Iran et ses mandataires puissent maintenir une présence militaire en Syrie. Principal allié du régime de Bachar el-Assad avec la Russie, l'Iran est présent sur le terrain militaire syrien à travers les milices chiites dont le Hezbollah libanais. Ces combattants étaient notamment en première ligne dans la bataille d'Alep, reprise aux rebelles. Le président américain Donald Trump, malgré un début de mandat controversé, conserve quand même la confiance de petites villes telles que Dolgeville dans l'État de New York. Dans l'espoir d'un renouveau économique, ces villes espèrent faire reculer le chômage. Dolgeville, dans l'État de New York, survit tant bien que mal. Autrefois, l'activité industrielle florissante de la ville garantissait des centaines d'emplois à ses habitants. Mais à la fin des années 1990, sa plus grande entreprise a délocalisé sa production à l'étranger. Le maire de la ville espère que Donald Trump va bientôt rapatrier des emplois dans la région. Si quelqu'un venait voir notre potentiel, peut-être que des entreprises reviendraient. Donald Trump veut que l'industrie revienne dans ce pays. Ici, c'est un endroit parfait pour ça.
Dolgeville abrite encore quelques PME comme cette usine de battes de baseball. C'est l'une des plus grandes de la ville, mais elle n'emploie que 35 personnes. Parfois, on a 30, 40 personnes qui postulent pour un emploi ici, mais on ne peut pas toutes les embaucher. J'espère que reconstruire l'économie sera l'un des objectifs de Trump. Si vous regardez autour de nous, nos routes, nos ponts se fissurent. Les débuts de leur candidat Donald Trump à la Maison-Blanche sont agités. Manifestations monstres contre lui à Washington, soupçons de contact avec la Russie, démission de son conseiller en sécurité et le fameux décret migratoire. Mais ici, loin de New York ou de Washington, ces revers semblent sans incidence. Suzanne Fogarty dirige avec son mari une entreprise d'équipement forestier. Inquiète pour l'avenir durant la présidence Obama, elle se dit désormais beaucoup plus confiante. Je ne sais pas si la Russie était impliquée dans l'élection ou pas, mais le peuple américain a voté et nous devons respecter ce qu'il a décidé. Les manifestations anti-Trump sont quasi quotidiennes, mais la bourse de New York atteint de nouveaux records. Les habitants de Dolgeville, eux, attendent avec impatience le détail des mesures promises par leur président. Après plus de 4 mois de crise politique en Corée du Sud, la destitution de la présidente Park Geun-hye a été confirmée par la Cour constitutionnelle. Le verdict a été précédé de violences entre pro et anti-Park. Après plus de 4 mois de crise politique, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a confirmé vendredi matin la destitution de la présidente Park Geun-hye, une décision prise à l'unanimité. Les hauts magistrats ont estimé que les agissements de la présidente ont porté gravement atteinte à l'esprit de la démocratie et de l'état de droit. Le pays était suspendu depuis des jours à la décision de la plus haute juridiction coréenne. Un récent sondage indiquait que 77% de la population réclamait le limogeage de la présidente. Avant la lecture du verdict, de violents affrontements entre partisans, détracteurs de Park et forces de l'ordre ont fait 2 morts à Séoul. Impliquée dans un vaste scandale de corruption mettant en cause sa fidèle conseillère, Park Geun-hye a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Son limogeage de la présidence implique désormais l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle dans les 60 jours. Amnesty International a accusé la coalition militaire arabe opérant au Yémen d'avoir utilisé des armes non conventionnelles. Remontons aux origines de ce conflit dans ce reportage. Au sud de la péninsule arabique, la République du Yémen, un pays jeune né en 1990 de la réunion du Yémen du Nord avec le Yémen du Sud, ancienne colonie britannique devenue république d'inspiration communiste. Avec Sanaa comme capitale, ce nouveau pays est dirigé dès 1990 par Ali Abdallah Saleh. Les 27 millions de Yéménites sont majoritairement sunnites, mais dans le nord, un tiers d'entre eux sont zaïdites, une branche minoritaire du chiisme dont sont issus les Houthis. Dès 2004, Sanaa doit faire face à une rébellion Houthi au nord qui dénonce la marginalisation de la communauté zaïdite. Au sud, le pouvoir est confronté d'une part à un mouvement sécessionniste, d'autre part aux djihadistes d'Al-Qaïda. Dans le sillage des printemps arabes en 2011, des manifestations meurtrières à Sanaa poussent le président Saleh à l'exil. Abd Rabbo Mansour Hadi est élu en 2012, mais peine à stabiliser le pays. En 2014, la rébellion Houthi, soutenue par l'Iran, prend le contrôle de Sanaa puis lance une offensive vers Aden. Le président Hadi s'exile chez son allié, le roi d'Arabie Saoudite. Le conflit s'internationalise. En mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition de pays arabes sunnites dont le but est d'endiguer l'avancée des rebelles soutenus par l'ancien président Saleh. Au bord de l'effondrement, le pays subit des attaques d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Depuis mars 2015, l'ONU déplore un bilan humain catastrophique avec des milliers de civils tués. Alors que l'aide peine à entrer dans le pays, plus de 17 millions de personnes souffrent de malnutrition. À l'occasion de la Semaine du cerveau qui se tiendra le 13 mars prochain, découvrons ici les conséquences du digital sur les cerveaux des adolescents.
Depuis des millions d'années, l'homme sollicite son cerveau pour faire face aux défis de l'écriture, de la lecture et aujourd'hui des écrans. Au cœur de cette adaptation actuelle, la vitesse. Cortex prémoteur et moteur du cerveau entraînent la commande motrice, c'est-à-dire l'action. Entraîné aux jeux vidéo articulés autour de systèmes de récompense qui libèrent dans le cerveau ce stimulant naturel qu'est la dopamine, au niveau du cortex préfrontal et du système limbique, les natifs du numérique sont devenus très adroits et très rapides. En les habituant à ce mécanisme de gratification élémentaire, ces jeux influencent leur comportement. Multitâches, ils retiennent des liens plutôt qu'un contenu, sans nécessairement raisonner ni prendre de recul. Un recul pourtant indispensable dans certains jeux de combat, dès lors que la commande motrice, cédant à l'impulsion du cerveau, incite à commettre un acte violent. Ils acquièrent ainsi une mémoire superficielle, opposée à l'intelligence littéraire, plus linéaire, qui retient l'information en profondeur grâce à une synthèse cognitive opérée par le cortex préfrontal. Or, c'est ici que les natifs du numérique doivent apprendre à solliciter leur résistance cognitive face aux automatismes et aux réflexes déclenchés par les écrans. Car inhiber les solutions impulsives du cerveau permet de résister aux manipulations des pensées, des croyances et du raisonnement. Et grâce à l'éducation et aux apprentissages, de construire une pensée et de faire émerger sa créativité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition du journal sur The Blessing Channel. À très vite.